Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Lorsqu'on regarde la première des couvertures, on peut tout de suite paniquer. On peut être pris de panique, effectivement, car le livre est de noir vêtu, si on peut dire dans son habit. Alors, la doctrine du livre noir, c'est le titre de l'ouvrage de Nda Ngribal, réhabiliter la notion et la primauté du leadership. Il faut dire que Nda Ngribal est un panafricaniste, un pédagogue et un philosophe. Il est actuellement enseignant, chercheur et doyen de la faculté de gestion et de développement durable à ICT University, Cameroun. Il faut dire qu'il a enseigné dans plusieurs universités et établissements d'enseignement supérieur depuis janvier 2013. Il est un conférencier, motivateur, il s'implique activement dans la politique et le développement communautaire. Nda apparaît régulièrement dans des émissions de débat à la radio et même à la télévision pour parler des questions sociopolitiques et économiques nationales qui affectent notamment le Cameroun et l'Afrique. Il est avec nous, on le retrouve dans quelques minutes. Nda Ngribal, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Je vous salue, monsieur Foucault Jean-Jacques. Je suis très ravi d'être ici pour parler de mon livre, La doctrine du livre noir. Je salue également les nombreux écouteurs de Royal FM. Quoi, c'est FM 88.4. 88.4 en effet. 88.4. Vous êtes un habitué de ces studios, il faut le dire. Vous êtes très souvent venu débattre d'actualité politique. Voilà, oui, bien sûr. Je viens ici presque tous les samedis sur Topics and Realities. J'ai été aussi sur le plateau de Baromètre politique avec Anaba. Jean-Marie. Oui, Jean-Marie Anaba. C'est un plaisir de vous accueillir et surtout de parler de votre livre. Je crois qu'à force de parler, il faut quelquefois consigner dans un ouvrage ses opinions. Et ce livre-ci vous a pris beaucoup de temps lorsqu'on vous lit. Exactement. Franchement, il m'a fallu 17 ans. C'est énorme. Pour travailler sur ce livre. J'ai fini mon école en 2008. À l'université de Boya. J'ai eu ma licence en 2008. À partir de 2008, j'ai commencé les réflexions sur ce livre. Et il m'a fallu 10 ans pour faire les réflexions seulement. Par observation, parce qu'en science, l'observation, c'est l'un des méthodes, de collecte des données. Oui. Donc, vous pouvez seulement observer et collecter les données pour les analyser ensuite. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Parce que j'ai commencé à écrire ce livre en 2018 et j'ai achevé l'écriture de ce livre en 2023. 2018-2023. Oui, 2018-2023, c'est-à-dire 5 ans après. Et
il y a eu d'intenses éditions et de révisions. Et ça m'a pris 2 ans, comme vous le savez, parce que la dédicace aura lieu vendredi prochain, le 18 ici même à Yaoundé. Oui, ici à Yaoundé, à l'auditorium de la Fondation Esti Mona. Donc, de 2023 jusqu'à présent, c'était les éditions et les révisions de ces livres. Et finalement, le livre sera dédicacé la semaine prochaine. Alors pourquoi choisir de dédicacer le livre à quelques jours quand même des élections présidentielles? Nous sommes en année électorale et déjà que le corps électoral a été convoqué, tout le monde sait que le 12 octobre prochain, les Camerounais seront face à leur destin, à choisir qui va diriger le pays les 7 prochaines années. Exactement, je crois que c'est un moment opportun pour moi pour dédicacer ce livre à ce moment. En fait, je voulais faire la dédicace de ce livre en novembre l'année passée ou bien en février cette année. Mais l'éditeur m'a conseillé de le faire en année électorale. Oui, en année électorale. Et quand c'est déjà un peu proche d'élections présidentielles. Vous savez, il y a un problème que moi j'ai remarqué ici au Cameroun et surtout avec les jeunes. Surtout avec les jeunes. Je suis content que je sois avec les jeunes cet après-midi sur le plateau. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Ils ne sont pas intéressés à la chose politique. Oui. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Le potentiel nombre de votants au Cameroun est estimé à 15 millions. Et si on baisse même l'âge de suffrage universel de 20 ans à 18 ans, ce nombre va augmenter à 17 millions. Oui. Mais selon les statistiques de l'ECAM, il n'y a que moins de 8 millions de Camerounais qui sont inscrits sur la liste électorale. Oui. Et la plupart de ceux qui ne sont pas inscrits sont les jeunes. Alors pourquoi est-ce que les jeunes, d'après vous, sont désintéressés à la chose politique? Les jeunes sont désintéressés parce qu'ils ne croient plus au système. Ils ne croient plus au système. Ils ne comprennent pas les enjeux politiques. Parce que les jeunes ne comprennent pas que même ce qu'ils mangent est déterminé par les politiciens, déterminé par les pouvoirs publics. Ce que tu manges, même les vêtements avec ce que vous vous habillez, est tout déterminé, mais pas la politique. Mais les gens ne comprennent pas ça. Le sport, c'est la politique. Oumniobé l'avait dit. Tout est politique. Ceux qui ne font pas la politique va le faire. Oui. C'est ce que Oumniobé avait dit, oui. Alors, je note votre bilinguisme assez nickel, parce que votre première langue, c'est quand même la langue anglaise. Oui. Alors, je note également que le livre est reparti en 3 parties. Il y a 13 sections, il y a 400 paragraphes. Oui. Est-ce que ces chiffres ont une symbolique particulière? Bon, 400 paragraphes, ça n'a pas... bon, je ne savais pas que j'aurais 400. Oui, je ne savais pas que j'allais avoir 400 paragraphes. Donc, il n'y a pas un symbole particulier. Mais pour les 3 parties, bon, ce que je peux dire, c'est que la première partie parle du leadership en général. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bons dirigeants dans un pays? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir même les bons parents? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les bons enseignants, les bons étudiants? Qu'est-ce qu'il faut pour bien diriger un pays avec l'amour pour le bien commun? Oui. C'est-à-dire les caractéristiques d'un bon leader. C'est ce que j'ai examiné en détail dans la première partie de ce livre. La deuxième partie parle de la renaissance africaine. Alors, si on restait d'abord sur la première partie, lorsque vous parlez de la réhabilitation, la notion de primauté du leadership, à l'intérieur de cette partie, vous nous faites savoir, par exemple, que le leadership a souvent été biblique. Mais vous nous faites également savoir que le savoir, sinon la connaissance, c'est partie de l'Afrique. L'Afrique,
en termes de savoir, en termes de philosophie, en termes de maîtrise de l'environnement, a toujours été au devant de la scène. Qu'est-ce qu'il peut donc avoir, ou alors qu'est-ce qui peut expliquer finalement que l'Afrique aujourd'hui soit à regarder les autres et à suivre les autres? Très bonne question. Et c'est ça la source de ma motivation. Parce que je me suis posé la question. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. L'Afrique est la mère de la civilisation. Puisque lorsqu'on parle de l'Égypte, voilà, l'Afrique est telle. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le continent africain est le dernier dans toutes choses? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait entre-temps? Pourquoi est-ce que nous sommes comme nous sommes? Qu'est-ce qui nous est arrivé entre-temps? Et cela m'a motivé donc d'aller à la recherche de la connaissance. La connaissance pour mettre à la disposition du public afin de résoudre les multiples problèmes africains. Les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes culturels, même les problèmes éducatifs. Parce que même notre système éducatif est biaisé. Il ne correspond plus aux attentes. Tout ne correspond plus aux attentes. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons beaucoup de chômeurs dans notre société. Il y a la plupart des jeunes, quand ils finissent leur école, leur rêve, c'est hors du Cameroun. C'est hors du pays. Tu sais, au début de cette année, selon les statistiques du GECAM, entre janvier et mars, on a, je crois, plus de 60 000 jeunes Camerounais ont quitté le pays. 60 000 dans 3 mois seulement, selon les statistiques de la GECAM. Et selon ces statistiques, entre 5 et 6 millions de Camerounais sont hors du pays. Et selon ces statistiques encore, au Canada seulement, 6% de tous les immigrants sont les Camerounais seulement. Bon, vous voyez comment la situation est si grave. Mais quel est le problème? C'est un problème du leadership. Et c'est ce problème que j'ai évoqué dans la première partie. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bons leaders? Et vous dites à l'intérieur qu'un bon leader, c'est celui qui sert les autres et qui ne se sert pas. Et d'ailleurs, vous parlez d'un système politique, vous parlez de la démocratie. La démocratie qui ne devrait pas être qui n'est pas véritablement un problème. Le problème, c'est les services. Oui, il faut effectivement rendre le service. C'est le service. Et pourquoi est-ce que je dénonce la démocratie telle que pratiquée occidentale? Oui, occidentale et telle que pratiquée ici en Afrique. Pourquoi? Parce que la démocratie encourage la division et pas l'unité. La démocratie encourage le capitalisme et pas la solidarité. Tandis que la société africaine est d'abord solidaire. C'est pourquoi j'ai parlé de la philosophie Ubuntu dans la seconde partie. Parce que ici en Afrique, nous croyons à la solidarité entre nous. Mais la démocratie n'est pas pour la solidarité. La démocratie encourage ceux qui sont plus forts et les riches de continuer à être plus forts et plus riches. En réalité, c'est la domination de la majorité. Voilà. Bon, mais selon le système de gouvernance africain, la démocratie ne divise pas. Plutôt, ça unit, ça encourage. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a près de 400 partis politiques au Cameroun. Est-ce que vous êtes au courant de ça? En fait, précisément 380. C'est quand même énorme. 380 partis politiques. 380 est plus que le nombre de tribus au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait avec 380 partis politiques? C'est la dispersion. C'est la dispersion d'énergie politique inutile. Alors ça c'est vrai. Et vous avez abordé le pan de l'éducation. Vous dites que l'éducation du diplôme pour le diplôme, ce n'est pas nécessaire, c'est pas important. Que même dans le système éducatif où on amène les étudiants ou les élèves à être soit les meilleurs de par leurs notes,
ce n'est pas nécessaire. Il faut privilégier l'apprentissage fondamental. C'est surtout le parcours qui est important et non nécessairement la note, la première, lors des examens officiels. Exactement. Pourquoi? C'est malheureux. Vous voyez, dans le système anglophone, par exemple, le GCE, mais moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu ça, monsieur Foucault. Tu vois, les enfants qui ont failli se suicider parce qu'ils n'ont pas, au moins, comment on dit, ils n'ont pas eu la mention. Papers, oui. Ils n'ont pas eu les A-grades, les B-grades. Mais afin de faire quoi avec? Quand vous regardez le système baccalauréat, c'est-à-dire le système francophone. Le baccalauréat a été introduit par, comment on l'appelle, l'empereur en France. Comment on l'appelle encore? Napoléon okay. Bonaparte. Mais Napoléon Bonaparte, lui, il a vécu dans les 18e siècle. 18e siècle jusqu'à présent, ça fait plus de 200 ans. Depuis la mort de Napoléon Bonaparte, ça fait plus de 200 ans. C'est ce système éducatif que nous sommes en train de pratiquer au Cameroun en 2025. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire les enfants passent tout le temps à étudier, à mémoriser les choses qui sont inutiles pour l'économie camerounaise. Vous attirez d'ailleurs l'attention sur un fait. Vous dites que pendant les vacances, au lieu que les enfants se concentrent à la vie sociale, ils sont encore en permanence en train d'avoir des cours, parfois des rattrapages, des coups d'appui. Des coups d'appui et de tout ça, ce n'est pas nécessaire. Comment est-ce que un enfant fait 9 mois à l'école, il reste 3 mois seulement pour les vacances? Au lieu d'apprendre, il fait encore des cours de vacances. Oui, au lieu d'apprendre les choses qui vont lui donner les compétences extra scolaires, il est en train d'étudier encore. Ce n'est pas normal ça, parce que il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas comment nager. Vous savez que la natation, c'est une compétence. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas courir. Quand je vois un jeune homme, il paie le taxi de 100 francs pour quitter ici, par exemple, je ne sais pas. Pour descendre là, ça peut peut-être. Oui, juste pour faire une descente d'environ 500 mètres. Tu prends le taxi de 100 francs. Ce n'est pas normal. Les Blancs ne sont pas comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre à faire quelque chose. Même à chanter. C'est mieux d'envoyer un enfant, d'aller apprendre à chanter. Ou au lieu d'envoyer cet enfant pour les cours de renforcement. Parce que le monde évolue. Il faut même les envoyer pour aller apprendre l'informatique. On a encore beaucoup de jeunes Camerounais qui ne sont même pas connectés à Internet. Qui refusent de s'arrimer aux nouvelles réalités. Et vous voyez, tout ça est causé par notre système éducatif. Donc il faut tout revoir. Et c'est pourquoi, au fond du livre, je condamne le système du baccalauréat et même le système du GCE. Je suis en train de dire que nous devons prendre ces deux systèmes, nous devons les façonner en sorte que nous pouvons avoir un seul système éducatif au Cameroun. On ne peut pas être dans un pays et il y a un système francophone et il y a un système anglophone. C'est très difficile pour développer un pays avec ce genre de système d'éducation. Alors que dites-vous, il faut dire un mot sur la corruption, parce que d'ailleurs c'est un élément, vous en parlez énormément, vraiment énormément. Vous rappelez d'ailleurs les chiffres, le Cameroun à un certain moment a été le numéro 1 de corruption dans le monde, et ça c'était un problème. La corruption aujourd'hui continue de gangréner les pays, aussi bien africains que camerounais. Vous faites la note selon laquelle c'est vrai qu'à un moment donné, on a dit que dans des États comme des États africains ou moins développés, la corruption était un peu
pris comme un élément qui permet notamment à l'économie de fonctionner. C'est-à-dire pour avoir des facilités dans des procédures. La corruption aujourd'hui, c'est toujours un problème sérieux pour le Cameroun et l'Afrique. C'est vraiment un problème sérieux parce que selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 500 000 milliards ont quitté l'Afrique pendant, je crois, depuis environ 40 ans. Mais 500 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand je parle de 500 000 milliards, ce n'est pas en francs CFA. C'est en dollars. C'est en dollars. Il faut convertir 500 000 dollars en francs CFA. Ça va être en les milliers de milliards. Oui, qui ont quitté l'Afrique à cause de la corruption. Et dans le livre, j'ai évoqué, ce sont les stats de la CONAC. Oui, ce n'est pas moi qui invente les chiffres ici. Selon les stats de la CONAC, je crois que c'était entre 2004 et 2010, près de 2000 milliards ont été détournés de l'économie camerounaise. Et moi, je vais vous dire encore, depuis pendant les 10 dernières années, en tout cas entre 2010 et 2020, je dis plus de 7000 milliards ont été détournés de l'économie camerounaise. De l'argent qu'on aurait pu injecter notamment dans les projets de développement. Voilà. La corruption est une gangrène qu'il faut tuer au Cameroun à tout prix. Ce qui est intéressant, Nda Gribal, c'est que vous êtes optimiste. La doctrine du livre noir ne peint pas qu'en noir tout ce qui se passe en Afrique et au Cameroun. Mais vous espérez une renaissance africaine. Nous allons parler de tout cela dans quelques minutes. With MTN, let's return Cameroonian football to its glory. MTN, for the passion of football. So, what are we doing today? Pause. La doctrine du livre noir, retour sur les antennes de Royal FM. Vous nous écoutez sur les 88.4 en FM, mais également sur les différentes plateformes numériques, notamment l'application Royal FM Cameroun à télécharger sur Play Store et même sur la page Facebook de la radio. Et je l'ai dit en entame de l'émission, nous avons le plaisir d'être accompagnés cet après-midi par plusieurs étudiants et étudiantes surtout, parce qu'il y a davantage des filles, de l'ESTIC. L'ESTIC, filière édition. Les réalités du livre, c'est peut-être celle-ci. Merci d'être venu. Peut-être tout à l'heure, on vous donnera la parole pour dire un mot. Mais revenons avec notre auteur, Dan Grimbal. Alors, vous nous dites qu'il faut, pour que l'Afrique se porte mieux, une sorte de restauration de sa spiritualité. Et même de la moralité africaine. Qu'est-ce qu'on y met? Très important. Parce que l'Afrique est comme elle est parce qu'on a abandonné nos repères. On a abandonné toutes nos valeurs traditionnelles que nos pères, nos ancêtres nous ont laissées. Nous sommes en train de poursuivre les valeurs occidentaux au détriment de nos valeurs spirituelles et traditionnelles. On a tout abandonné. On a abandonné. Je te prends un seul exemple.
qu'est-ce qu'on fait avec, comment on dit, les manucures et pédicures, par exemple, c'est que je vois... Oui, les femmes se font belles, hein. Il paraît que les hommes aiment bien ça. Mais est-ce que c'est ça la beauté? Ce n'est pas ça qui est à l'origine ou bien à la source de la beauté. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. La femme était si belle, c'est ce qu'Adam a dit, non? Et elle était belle. Mais maintenant, nous sommes en train d'inventer les choses. Pourquoi? Je te prends seulement cet exemple. Quand les dames mettent les manucures ici, ils ne peuvent plus cuisiner pour leur famille. Par exemple, il y a les hommes qui préfèrent leurs épouses, leurs femmes de cuisiner pour eux. Mais avec ce genre de choses, comment est-ce que vous allez cuisiner, par exemple, et ça peut causer les problèmes dans la famille, au sein de la foyer. Vous voyez un peu. Ici, en Afrique, quand je parle de la spiritualité et la moralité africaine pure, qu'est-ce que je suis en train de dire? Selon même les 10 commandements de la Bible, il faut avoir, par exemple, le sexe seulement dans le mariage. Il faut avoir le sexe dans le mariage. Vous savez que c'est l'immoralité sexuelle qui a précédé la faillite de tous les grands empires et de toutes les grandes civilisations et de tous les grands États. Oui. Les grands hommes sont tombés à cause... Les grands hommes sont tombés à cause de l'immoralité sexuelle. Oui. Monsieur Foucault, comme je vous parle, Jules César vous constatez même le problème de l'immoralité sexuelle dans notre société. La décadence morale est en croissance. Oui. Vous voyez les petits enfants de 6e, de 5e en train de faire le sexe dans la toilette de l'école. Ça se passe. Et il y a même les établissements scolaires où, quand vous partez là-bas, on vous dit il y a un auberge. Dans un établissement scolaire. Vous dites à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, à l'intérieur. À l'intérieur, il y a les salles de classe. On te dit que ces salles de classe est nommée, est appelée auberge. Mais ici passe quoi? Les petits filles, les petits garçons, et ça m'étonne. Si le Cameroun, si le changement doit venir au Cameroun, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas former les jeunes qui n'ont pas de respect envers leur propre personne. Oui, on ne peut pas. Ça ne va pas marcher. Et c'est pourquoi mon problème à l'heure actuelle n'est plus le président pour bien le régime qui est en train de partir. Mon problème actuel, ce sont les jeunes. Les jeunes constituent le véritable problème du Cameroun. Parce que quand vous dites qu'ils sont en train de partir, je rappelle qu'il est candidat à la prochaine élection. Non, il va partir à l'âge de 92 ans, presque 100 ans. Peut-être s'il gagne. Non, même s'il gagne, leur temps est déjà passé, ils vont partir. Mais quand ils partent, qui va le remplacer? C'est ça la question à poser. Est-ce que finalement l'autorité religieuse et même traditionnelle a raté ou loupé le coach? Est-ce qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité à bras le corps pour pouvoir moraliser une société? Bon, je vais dire que pas seulement. Ils ont échoué dans leur rôle. Pas seulement. Parce que c'est le rôle des autorités religieuses de bâtir une société morale. C'est aussi le rôle de l'État à travers son système éducatif. Et vous voyez que notre système éducatif a beaucoup de problèmes, comme je l'ai évoqué dans le livre. Ça, c'est vrai. Oui, parce que un système éducatif qui ne peut pas former et élever les jeunes
qui sont conscients de la moralité est un système d'éducation qui en faillite, qui n'est pas bon pour l'État, pour le peuple. Parce que, pourquoi est-ce que les autorités religieuses ont partiellement échoué dans leur rôle? Parce que même au sein de l'Église, la corruption existe. On a même déjà vu dans les églises des bagarres, des divisions au sein des églises, ce qui était inenvisageable il y a plusieurs années. Exactement. Vous voyez, il y a les prêtres, il y a les pasteurs qui sont en train de vouloir faire changer les pots de vin pour l'affectation. Parce que si un prêtre, par exemple, doit être affecté ici à l'archidiocèse de Yaoundé, bon, je ne veux pas citer les paroisses, mais dans une très grande paroisse ici à Yaoundé, mais les prêtres veulent être affectés ici au centre de la ville. Pourquoi? À cause de l'argent. Parce que si on t'affecte par exemple à Ngoulmekong dans le sud, mais est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Il n'y a pas l'argent là-bas. Je vais peut-être donc il y a le père qui ne veut même pas aller dans ce genre d'endroit, tandis que c'est leur rôle d'aller là-bas et de former une bonne société de cette Dan Grimbal, je vais ajouter quand même un aspect. Il y a certaines églises où normalement on était affecté partout. Et aujourd'hui, les pasteurs ont trouvé l'astuce, ils appellent ça marier un pasteur à une église. C'est-à-dire que désormais, vous ne pouvez plus partir ailleurs. Oui. Ce sont des pratiques qui se font, mais laissons l'église. Laissons l'église avec ses réalités. Vous avez un sujet contre l'affirmation qui consiste à dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Vous êtes également contre l'hégémonie de l'Occident. Oui. Vous pensez que l'Occident ne doit pas tout nous dicter? Un véritable problème. Aujourd'hui, comment réagir face à ces influences de l'Occident qui s'imposent à nous? Vous voyez, c'est vrai que c'est très difficile de couper les liens. Mais on peut le revoir. Oui. On peut revoir les liens parce que l'Union africaine, je suis désolé de le dire, l'Union africaine est inutile. L'Union africaine ne pouvait pas aider Gaddafi quand l'OTAN a envahi la Libye en 2011. Et ils ont enlevé Gaddafi au pouvoir. Oui. Vous savez, est-ce que vous imaginez que Gaddafi a fait une partie du désert libyen, a transformé une partie du désert libyen à un champ où on cultivait? Vous pouvez imaginer ça? Il a dirigé l'eau vers le désert afin que les Libyens faisaient leur champ dans le désert. C'est ce que Gaddafi avait fait. Et avant qu'on enlève Gaddafi au pouvoir, la Libye, en termes de les services sociaux de base. Oui, en termes de sociaux de base, oui, était le numéro 1 en Afrique. Et était parmi les 10 pays mondiaux. Oui. Oui. Mais c'est ce que je suis en train d'évoquer dans ce livre. Parce que vous voyez, l'Afrique a 55 États. Bon, certains disent que c'est 54, 55 États. Et quand vous regardez toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, vous voyez que l'Afrique francophone en particulier est sur l'emprise de la France. Oui. Nous utilisons encore le CFA. Le CFA, faut dire quoi? Communauté financière en Afrique. Mais certains disent que ce sont les colonies financières en Afrique. Les colonies de la France en Afrique. CFA, colonie de la France en Afrique. Il y a 14 pays qui utilisent cette monnaie. Il y a 6 de ces pays dans la zone CEMAC et 8 de ces pays dans l'Afrique de l'Ouest. Dans le livre d'ailleurs, vous dites qu'il nous faut absolument une monnaie. Oui, il nous faut une nouvelle monnaie. Oui. Parce que une économie, un État ne peut pas être dit indépendant quand
elle n'a pas sa propre monnaie. C'est impossible. Parce que les réserves d'échange, qui garde les réserves d'échange? C'est la France. La France garde, je vais vous dire, parce que moi, j'ai fait l'économie. La France garde 85% de nos réserves, pas 60. C'est 85. Nous utilisons seulement 15% ici, dans la zone CEMAC. Et c'est la même chose dans les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la même chose dans la BDA. Parce que ici, c'est la BEAC. Et là-bas, c'est la BDA. Oui, la BDA. C'est la même chose. C'est la France qui contrôle les États africains. On ne peut pas être économiquement indépendant si on n'a pas notre propre monnaie. Alors, ce sont des aspects que vous allez davantage développer lors de la dédicace vendredi prochain. Mais je vais maintenant vous proposer d'aller à la troisième partie. Il y a quand même quelques aspects de votre vision du Cameroun prospère que j'aimerais voir. Vous dites par exemple à l'intérieur de votre ouvrage que il faut envisager un Cameroun avec un Cameroun fédéral, non plus avec 2 États, c'est-à-dire un État francophone et un État anglophone, mais 10 États correspondant exactement aux 10 régions actuelles. C'est-à-dire qu'on a 10 pays, je vais dire 10 États dans le Grand Cameroun. Pourquoi est-ce que vous avez ce regard-là? Pourquoi il faut 10 États? Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Est-ce que la machine étatique ne sera pas difficile à porter? Non, ça ne sera pas difficile. Contrairement, ça sera très difficile. Pourquoi 10 États et pas 2 États? Vous voyez, on a beaucoup de problèmes, surtout politiques. Et les effets, l'une des effets majeurs de ces problèmes politiques au Cameroun, c'est la crise anglophone. C'est la crise anglophone. Avant, il y avait 2 États, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Le Cameroun oriental, c'est le Cameroun France. Le Cameroun occidental, c'est le Cameroun Grande-Bretagne. Cameroun anglais. Ça n'a pas marché. Entre 1960 et 1961 et 1972 et à présent, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Si on rentre dans 2 États fédéraux, ça va nous causer beaucoup de problèmes en termes d'unité. Parce que selon moi, les États africains doivent tout faire pour lutter pour l'unité, au lieu de former plusieurs États. C'est inutile d'avoir plusieurs États parce que quand nous sommes unis, nous sommes forts. C'est pourquoi les États européens veulent s'unir à travers l'Union européenne. Pour avoir une seule voix. Parce que le monde change. Et ce n'est pas facile même d'avoir une voix sur la table de la politique internationale. C'est très difficile. Donc, quand je parle de 10 États, c'est pour faciliter la gouvernance. Et c'est pourquoi nous sommes en train de chaque région ou chaque État demain devienne de façon soit autonome. Autonome. Un peu comme pour amplifier la décentralisation qui a du mal à être implémentée sur le terrain. Voilà, c'est autrement dit, c'est la décentralisation compréhensive. C'est la décentralisation compréhensive. Pourquoi? Le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Et le représentant du peuple, c'est qui? Le représentant du peuple, c'est le maire. Quand vous voyez le Cameroun actuel, regardez comment nos vies sont sales. Regardez Yaoundé. Yaoundé est l'une des capitales politiques les plus sales dans le monde. Pourquoi est-ce que Yaoundé est si sale? C'est à cause de la centralisation du pouvoir. Parce que dans un système fédéral, c'est quoi? C'est le partage du pouvoir politique. Où le maire, c'est le maire qui est le principal acteur politique, économique, social et culturel. C'est le maire. Donc le pouvoir doit aller à la base. Et c'est pourquoi quand on prend notre budget de l'État, la plupart doit aller vers les mairies. Et ça ne doit pas rester dans les ministères. Qu'est-ce que les ministères font avec autant d'argent? Vous avez parlé également d'un gouvernement potentiel à l'intérieur, et je veux bien comprendre.
Vous dites qu'il nous faut de façon équitable des ministres anglophones et des ministres francophones. Est-ce à dire qu'on va faire une répartition si on a 20 membres du gouvernement, le 10-10? Non, c'est pas ça. Quand je parle d'équité dans la composition sociologique du gouvernement, je suis en train de dire que c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le président de la République, doit prendre ça en compte. Tu sais que la France a 34 ministres. 34 divisé par 2, c'est quoi? C'est 17. Oui, pas très fort en maths. Oui, mais je vous fais confiance. C'est 17. Il y a 17 ministres hommes et 17 ministres femmes. En France, 17 ministres hommes et 17 ministres on devrait avoir pareil au Cameroun. Même c'est très difficile. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Même aux États-Unis, même dans la grande... Partout, c'est comme ça. On prend toujours en compte la composition sociologique. Je vais te donner une statistique. Depuis quand le président Biya est devenu président en 1982 jusqu'à son dernier gouvernement était quand? C'était en 2018, je crois. Non, 2019. Ok. Oui, 2019. Oh oui, je pense. Entre 1982 et 2019, le président de la République a nommé à peu près environ 750 à 800 ministres. Le nombre de ces ministres venant de la partie anglophone font moins de 10%, environ 7-8%. Pourtant que la partie anglophone représente au moins 20% de la population peut-être du territoire national. Je dois avouer, oui. Vous voyez, ça pose problème. Parce que voilà l'une des causes de la crise anglophone. Parce que les anglophones se disent que, bon, il y a discrimination contre nous. Il y a les maires qu'on élit, puis on envoie les délégués du gouvernement. Pour faire quoi? On élit les maires, laissez les maires travailler, vous envoyez les délégués du gouvernement et les délégués du gouvernement ne sont pas partout dans tous les arrondissements, dans toutes les communes du Cameroun. D'accord. C'est important de rappeler que c'est un livre qui a sa version française et sa version anglaise. Les deux versions vont sortir effectivement le même jour, le vendredi, on pourra la voir. Oui, le vendredi 18, à la fondation Estimona à partir de 16h30. À partir de 16h, parce qu'en réalité, je dois avouer que ce sont des sujets très pertinents. C'est un livre qui est une mine d'or en termes d'information et donc nécessairement les Camerounais vont le lire. Alors je ne sais pas si parmi nos invités quelqu'un a une question. Si ce n'est pas le cas, alors personne n'a de questions, tout est OK. D'accord, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous êtes sûr que c'est OK. Il y a toujours les questions. Mais généralement, c'est limpide. Mais généralement, quand c'est limpide, c'est limpide. Mais je crois que la suite de la conférence, sinon la suite de la concertation, ce sera à la Fondation Mouna. Merci d'être passé à la radio d'Angrimbal. C'était un plaisir. Et moi, personnellement, je recommande ce livre aux proches, à tout le monde, parce qu'il est écrit avec... la justesse nécessaire. Il y a même un aspect sur lequel je vais vous laisser sortir. Vous avez dit qu'en ce moment, pour le changement du Cameroun, il y a deux voies possibles. Il y a la voie des urnes, il y a également la révolte. Mais vous préférez la voie des urnes. Exactement. Parce qu'en réalité, la révolte a une contrepartie qui est extrêmement coûteuse. Oui. Et je l'ai expliqué. Le coût du changement à travers la révolte. J'ai bien expliqué. Et ce n'est pas bien. Mais c'est aussi une méthode de changement. Vous avez dit ce n'est pas bien. On va enlever le mais. Et on va rester à ce n'est pas une méthode. Parce que le 12 octobre prochain, je crois que les Camerounais ont un moyen facile de s'exprimer. Merci d'être passé à la radio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Foucault, d'être ici. Je suis en train d'inviter tous les Camerounais qui ont le Cameroun à cœur de venir vendredi prochain à la Fondation Estimona pour la dédicace de ce livre à partir de 16h30. Merci beaucoup.
Alors, on referme le livre La doctrine du livre noir, réhabiliter la notion et primauté du leadership, un livre de Dan Gribal, qui sera présenté à Yaoundé vendredi prochain à la Fondation Mouna. L'équipe technique, elle est connue, Ulrich Kemo est mise en onde. Cadrage vidéo pour la diffusion sur les différentes plateformes. Brian Bida, coordination éditoriale et Bella Samari. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, le reverend pasteur Bissay Emmanuel Noël. Jean-Jacques Foucault, j'aurai le même plaisir à vous retrouver lundi prochain pour une autre découverte livresque. La radio ne s'arrête pas, diplomatie en mode majeur.